Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Responsable de la publication et de la sélection des textes: Germain Lacasse, Vincent Bouchard et Gwen Shepler. Coordination de l'ouvrage, Gwen Shepler et Anne Beaulieu. Secrétaire de rédaction, Lise Gantret. Révision des textes anglais, Timothy Barnard. Révision des textes français, Lise Gantret et Gwen Shepler. Protocole de rédaction, Lise Gantret et Gwen Shepler. Cet ouvrage a été rendu possible grâce à l'aide du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, CRSH, qui subventionne l'équipe de recherche cinéma et oralité, depuis 2005. Du cinéma oral aux pratiques orales du cinéma. Germain Lacasse, Université de Montréal. Vincent Bouchard, University of Louisiana at Lafayette. Gwen Shepler, Université Laval. Les filles de la bourgade étaient ravissantes, mais nous restâmes essentiellement concentrés sur l'écran, attentifs à chaque dialogue, aux costumes des comédiens, à leurs moindres gestes, au décor de chaque scène et même à la musique. À notre retour au village, une séance de cinéma oral eut lieu devant notre maison sur pilotis. Bien sûr, tous les villageois y assistèrent. Dai Balzac et la petite tailleuse chinoise, page 30. Ce passage est extrait du roman, adapté au cinéma, de l'écrivain sino-français Dai Balzac et la petite tailleuse chinoise. Le héros et son compagnon sont envoyés à la campagne pour être rééduqués par les paysans durant la révolution culturelle. Le chef du village leur donne pour mission d'aller en ville voir des films et revenir les raconter ensuite aux villageois. Le narrateur n'est pas très bon conteur, mais son compagnon excelle dans cet art du cinéma oral. Le trac s'empara de moi, je me vis réduit à exposer mécaniquement le décor de chaque scène. Mais Luo se montra un conteur de génie, il racontait peu mais jouait tour à tour chaque personnage en changeant sa voix et ses gestes. Il dirigeait le récit, ménageait le suspense, posait des questions, faisait réagir le public et corrigeait les réponses. Il a tout fait. Lorsque nous, ou plutôt lorsqu'il termina la séance, juste dans le temps imparti, notre public, heureux, excité, n'en revenait pas d'eux. Sans que les deux auteurs se connaissent, cette même expression cinéma oral est employée dans le livre de Germain Lacasse publié la même année que le roman de Dai Sijier, Le bonimenteur de vues animées 3. Cette expression est utilisée pour caractériser le cinéma muet commenté par les bonimenteurs. Dans ces séances, la parole était déterminante pour l'interprétation des films. Cet ouvrage montre aussi que cette pratique a duré bien au-delà de la période du cinéma muet, puisqu'encore aujourd'hui la pratique du cinéma commenté persiste dans toutes sortes de contextes, par exemple l'enseignement, le ciné-club, la performance, etc. Nous croyons donc que l'expression cinéma oral a acquis quelque légitimité. Mais cette expression a mené à d'autres notions, en particulier celle qui a servi d'intitulé à ce colloque tenu en 2007, Pratiques orales du cinéma. Pour bien situer l'horizon théorique de ce colloque et de ce concept, nous allons d'abord faire une sorte de généalogie de nos recherches sur les rapports entre cinéma et oralité pour comprendre comment nous sommes passés du cinéma oral aux pratiques orales du cinéma. Bilan de nos recherches historiques. Dans l'ouvrage sur les bonimenteurs cité plus haut, l'expression cinéma oral désigne les projections de films muets commentés par des narrateurs, conférenciers, commentateurs, etc. Qu'aujourd'hui nous nommons presque communément bonimenteurs malgré la diversité de ces pratiques. Quand le moment est venu de préparer ce colloque pour échanger avec d'autres chercheurs intéressés par la question, une expression nous est apparue presque instantanément pour désigner non seulement le cinéma muet bonimenté, mais aussi les pratiques subséquentes qui pouvaient lui être associées. Nous pensions surtout aux formes de projection où le film, même sonore, est commenté par un présentateur ou un animateur quelconque, par exemple dans l'enseignement ou dans les ciné-clubs, mais aussi aux films qui accordent une grande place à la parole et à la mise en évidence de la subjectivité, que ces films soient documentaires ou fictionnels. Ce changement de vocable nous est venu en examinant la diversité des expériences mises à jour pendant nos recherches. Le cinéma muet commenté, malgré la diversité des formes de boniment, peut facilement être regroupé sous une catégorie car il implique toujours des films muets et des commentateurs présents. Mais les formes ultérieures que nous avons étudiées sont beaucoup plus éclatées. Commençons par les projections commentées de films muets,
postérieure à l'arrivée du cinéma parlant. Nous avons surtout étudié cette pratique au Québec, où elle a été florissante pendant 30 ans. Les prêtres cinéastes ont tourné plusieurs centaines de films, dont une bonne proportion étaient muets. Ils les commentaient souvent eux-mêmes lors de projections devant des auditoires. D'autres cinéastes en faisaient autant, par exemple Paul Provencher, qui a tourné de nombreux films sur les autochtones, la nature et la vie en forêt, et qui a animé de nombreuses projections accompagnées de conférences et discussions avec le public. Lorsque l'Office national du film du Canada a commencé sa production pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a produit de nombreux films sonores, mais il a aussi mis sur pied des services de distribution dont les animateurs avaient pour mission de présenter personnellement les films. Plus tard sont apparus les cinéastes de l'équipe française de l'ONF, dont la pratique est fondée sur l'importance de la parole vivante, directe, cherchant à mettre le spectateur en présence de celui qui est filmé. On remarque donc une sorte de similitude récurrente, malgré la diversité des formes et des pratiques. Mais ce genre de projection commentée ne s'est pas fait qu'au Québec. Il a aussi été fréquent dans de nombreux autres endroits, par exemple en Afrique francophone, dans les colonies belges et françaises. Dans ces cas, il s'agit de pratiques nombreuses et durables. Les missionnaires tournaient des films qu'ils projetaient et commentaient ou faisaient commenter par des griots, mais plus tard les publics africains se sont souvent donnés eux-mêmes des commentateurs de films de fiction, comme l'a montré Mpungu Saidi dans ses recherches 4. Puis sont apparus les premiers cinéastes africains, qui ont fait de la transmission de la parole une de leurs préoccupations centrales et ont fait du griot un des principaux personnages des films. L'œuvre d'Ousmane Sembène est à cet égard exemplaire, ses films étant explicitement inspirés de la tradition orale, souvent tournés dans une langue indigène, souvent comportant un griot dans un rôle important. Même si cette recherche a porté jusqu'à présent sur le passé, il ne faut pas non plus négliger le présent. Le colloque a permis d'étaler des pratiques plus récentes ou des pratiques contemporaines, décrites dans les textes qui suivent, mais il y en a d'autres qui ne sont pas présentées ou étudiées ici. En Europe de l'Est par exemple, il est courant de voir à la télévision les films étrangers traduits par un acteur qui joue en voix off le même rôle que le bonimenteur des premiers temps. Le travelogue, ou film de voyage qui existe depuis les premiers temps du cinéma, a donné naissance à une pratique qui perdure depuis un siècle et existait même au temps de la lanterne magique. Les images de voyage commentées par le voyageur ou par une autre personne. Aux États-Unis, cette pratique est plus que séculaire. Elle est même le sujet du documentaire de Jeffrey Ruoff The Last Vaudevillian 1998. Le ciné-club, autre pratique presque séculaire, implique le plus souvent la présence et l'intervention d'un présentateur qui annonce ou commente le film ou anime une discussion autour de l'œuvre. De même, les festivals de cinéma comportent très fréquemment la présence du cinéaste, qui vient présenter son œuvre et en discuter avec le public. Citons aussi les différentes pratiques de traduction, en particulier le doublage, en particulier quand celui-ci est fait in situ. La Cinémathèque québécoise a présenté à quelques reprises des films anciens non doublés et sans sous-titres. Un traducteur installé dans la cabine de projection fait la traduction simultanée. Évidemment, il n'a pas l'expérience d'un acteur bonimenteur, mais il remplit la même fonction. Dans des cours sur le cinéma québécois, nous projetons assez souvent des films tournés en vernaculaire québécois, et expliquons pour les étudiants étrangers de quoi il est question. Nous traduisons. La recherche sur les pratiques orales du cinéma est donc loin d'être achevée. Nous pouvons même dire qu'elle commence et que ce colloque, étant le premier au monde sur la question, mais peut-être pas le dernier, a montré que cette étude n'en est qu'à ses balbutiements. La recherche sur les bonimenteurs des premiers temps n'en est d'ailleurs elle aussi qu'à ses débuts. Dans le livre sur les bonimenteurs, nous constations que nous ne savions à peu près rien sur les bonimenteurs en Amérique du Sud. Nous n'en savons pas beaucoup plus aujourd'hui que les quelques allusions dans les livres de notre collègue mexicain Aurelio de los Reyes qui les appelle gritón. Le seul territoire où le boniment a été non seulement étudié mais perpétué comme tradition est l'Asie, surtout le Japon où le boniment est un art protégé et enseigné, et même diffusé sur Internet par la fondation Matsuda, créée par un des derniers katsubun de l'époque du muet, Shunsui Matsuda V. La recherche sur l'histoire des bonimenteurs et des projections commentées pourra progresser, nous l'espérons, par l'utilisation de la base de données interactive que nous avons lancée en avril 2016.
accessible maintenant au public tout autant qu'aux chercheurs du monde entier qui peuvent la consulter ou y contribuer. Cette base de données vise à accumuler les informations qui permettront de commencer une histoire des projections commentées et des divers autres types de pratiques cinématographiques orales. S'y trouvent déjà plus de 300 fiches décrivant des projections commentées ayant eu lieu un peu partout dans le monde, au Japon ou au Québec, aux États-Unis ou au Sénégal, depuis l'époque du cinéma muet jusqu'au tournant du XXIe siècle. Il ne s'agit plus seulement de films muets que le bonimenteur interprétait, il s'agit aussi souvent de films sonores utilisés dans divers contextes, didactiques, politiques, performatifs. Nous espérons que s'y ajoutera la description de films correspondant à notre définition d'une pratique orale. Y seront marquants et soulignés le contexte, la subjectivité, la langue et l'accent, les marqueurs d'énonciation renvoyant à une forte dialogisation entre film et spectateur. Cette base de données vise à dresser une histoire et une géographie des relations entre le cinéma et l'oralité, qui pourrait sans doute constituer un apport original et éclairant à l'histoire du cinéma. Mais l'objectif est également théorique. Mieux comprendre et décrire les rapports du film avec la parole et la langue, par une étude comparative des diverses occurrences de pratiques orales, de leurs similitudes et de leurs distinctions. Nous pourrons ainsi approfondir et raffiner la réflexion sur ces questions, que nous poursuivons depuis longtemps en parallèle à nos recherches historiques. Bilan de nos réflexions théoriques. Les perspectives théoriques sont également intéressantes, et il convient là aussi d'examiner le terrain déjà exploré et celui qu'il reste à cartographier. Nous avons proposé d'appeler cinéma oral, le cinéma des premiers temps, lorsqu'il était commenté par un bonimenteur, parce que la prestation verbale de celui-ci était déterminante dans l'interprétation du film 7. Le cinéma, rapidement institutionnalisé, évolua ensuite vers le modèle narratif littéraire et vers un type d'énonciation abstraite effaçant les traces de sa production. La mutation radicale qui effaça le cinéma des premiers temps semble comparable à celle qui marqua le remplacement des récits oraux par la prose écrite à la fin du Moyen Âge. Les traces d'énonciation, en particulier les déictiques, y furent soigneusement effacées lorsque les autorités firent transcrire ces récits 8. Le jongleur médiéval déclamait un texte au présent en interpellant ses auditeurs, tandis que la version en prose de son récit est écrite au passé et efface son narrateur, forçant le lecteur à considérer le texte lui-même comme un interlocuteur abstrait, hors du temps et de l'espace. Cette deixis oblige le lecteur à se mettre à l'écoute d'une instance invisible à laquelle il ne peut répondre directement. 9. Ceci a des conséquences importantes pour la théorie du cinéma. La théorie contemporaine suppose que les films reposent sur une théorie de l'énonciation de type réflexif plutôt que déictique, c'est-à-dire que ces marques d'énonciation renvoient au film comme foyer d'origine. C'est ce qu'a écrit Christian Mess, qui a consacré de patients travaux à cette question. Il conclut que les films n'ont pas de déictique, que leur énonciation est de type réflexif plutôt que déictique, et que cette réflexivité renvoie au film lui-même comme foyer d'énonciation et de destination 10. Si elle semble bien fondée tant qu'elle s'adresse au cinéma narratif classique, cette théorie ne correspond peut-être pas à des corpus différents, à des contextes de réception qui modifient les paramètres énonciatifs de l'œuvre, ou à des œuvres qui se distinguent par leur stratégie énonciative et narrative de type oral plutôt que littéraire. Nous avons déjà élaboré cette hypothèse pour le cinéma des premiers temps. Nous entendons ici l'approfondir par l'examen de sa deixis, mais nous entendons aussi montrer que cette énonciation de type oral est encore présente dans certains corpus de films, dont le cinéma québécois, à toutes les étapes de son histoire. Il convient en particulier de réexaminer le cinéma direct, corpus le plus représentatif et le plus reconnu du cinéma québécois. Le cinéma direct correspond davantage au modèle du cinéma des premiers temps qu'à celui d'un spectateur introduit sur les lieux, qui est en fait le modèle de la littérature écrite. Son système déictique est semblable. La caméra mobile ne vise pas à amener le spectateur sur les lieux, elle vise à lui désigner, tout comme un bonimenteur, les lieux et les personnages que veut montrer l'auteur dont le discours est toujours perceptible. Cette caméra mobile, c'est le voici maintenant, ou le regarder au centre du bonimenteur, bien davantage que le me voici maintenant, ou je suis au centre d'un personnage fictif. Ces déictiques de type littéraire, c'est plutôt dans le cinéma narratif qu'on les trouve,
lorsqu'un personnage est le protagoniste par la vie duquel est racontée l'histoire à un spectateur qui pense « je suis maintenant ici » ou bien « je suis au centre ». Il me semble que présenter et mettre en présence amener sur les lieux ne sont pas dans le cas du direct, deux réalités inconciliables, ce qui est en soi une perspective esthétique et théorique fascinante. Le cinéma direct était plus que tout un cinéma de la parole et de la performance, où était manifesté le discours du personnage, mais où était aussi exprimé avec autant de force le discours du cinéaste. L'introduction de la caméra et du magnétophone en plein centre de l'action filmée manifestait la présence du réalisateur ainsi que son intervention dans les événements montrés et les choses dites. Au lieu d'un acteur s'exprimant pour un public absent, le personnage du direct est un homme de chair s'adressant à un témoin actif dont le public perçoit l'intervention. Ce spectateur est toujours à portée de voix de son interlocuteur. Il n'est pas dans le monde fictif. Il est face à celui qui lui parle, dans une situation de communication où les traces du réel ne sont pas effacées mais mises en évidence. Cette situation d'énonciation est devenue une des caractéristiques du cinéma québécois, ou du moins de celui qui veut s'affirmer comme tel. Ces hypothèses sur des corpus de films à la deixis semi-orale ont aussi été examinées par d'autres, en particulier les théoriciens du cinéma africain et du troisième cinéma, 11, qui y voient un mode d'expression anti-hégémonique. Téchaume Gabriel, dans un célèbre article sur le third cinéma, écrit que ce cinéma relève d'une esthétique de la réflexivité plutôt que de la transparence. Inversion. Il n'efface pas ses marques d'énonciation pour être confondu avec le réel, il ne prétend pas être la réalité, mais au contraire il affiche ses marques afin d'être perçu comme un discours sur le réel, il souligne nettement sa subjectivité 12. Dans le même texte, Gabriel questionne aussi la validité de l'hypothèse d'un langage universel du cinéma, et d'une théorie aussi universelle. L'existence de bonimenteurs dans la plupart des pays montrait déjà la limite de la prétention du cinéma muet, comme langage universel. Le cinéma parlait déjà, et avait alors autant d'accent que maintenant. Plusieurs autres spécialistes du cinéma africain ont approfondi ces hypothèses et montré l'importance majeure de la tradition orale dans les cinémas africains. Mantia Diawara, Keyan Tomazeli, MBY Cham 13. La réflexion sur la langue et l'oralité est devenue une problématique incontournable du cinéma postcolonial, dans la francophonie comme dans les autres cultures, mais aussi dans les cinémas des diasporas, qui sont souvent le retour du balancier du colonialisme, comme l'a bien montré Hamid Nassifi dans son ouvrage en Accented Cinéma. Nassifi reprend les trois caractéristiques que Deleuze et Guattari appliquent aux littératures mineures. Déterritorialisation de la langue, connexion de l'individu à une immédiateté politique, et le fait d'assumer une fonction d'énonciation collective 14. Mais Nassifi montre que le cinéma accentué est plus singulier encore. L'épistolaire y est abondant, non seulement sous forme de lettres, mais de téléphones, de courriels ou d'enregistrements audio et vidéo. Divers discours s'y rencontrent, direct des personnages, indirect de l'auteur, indirect libre. This free indirect voice is not a dual voice of both a character and a narrator, but a bivocal utterance that fuse both direct and indirect elements to express dramatically the double consciousness of a divided self 15. Nassifi parle aussi de stratégie de performance de l'identité. Minoricious use of certain defensive, resistive and pleasurable performance strategies are creative means of fashioning new and empowered identities that counter their socio-political subalternity and cultural marginalization. 16. Les stratégies de performance sont basées sur la dualité, identité dédoublée, divisée, multiple, hybride. Elles prennent la forme de narrations fragmentées, juxtaposées, marquées par l'autoréflexivité. Les cinéastes apparaissent souvent dans leurs films, parfois en tant qu'eux-mêmes, le plus souvent par le biais d'un double, un alter ego. L'histoire racontée et les sentiments abordés sont souvent autobiographiques. Enfin, le processus de création est inclus à divers degrés dans la diégèse. L'autoréflexivité a pour effet de brouiller les limites entre documentaire et fiction, et produit un discours sur la réalité et sur le cinéma. Nassifi pense que certains films deviennent une performance de la forme documentaire, plutôt que des documentaires. 17. Une théoricienne importante du post-colonialisme, Ella Shoah, remarque elle aussi, comme Gabriel et Nassifi,
que malgré la désuétude du concept de third cinéma dans le contexte postmoderne de culture globalisée et délocalisée, les films issus de communautés non-HE accent aigu GE accent aigu monique continuent d'être marqués par une esthétique singulière où les traces d'énonciation sont explicites et se démarquent de l'énonciation transparente et lisse du cinéma narratif dominant. The diary form, the voice-over, the personal written text, now bear witness to a collective memory of colonial violence and post-colonial displacement. While early third worldist film documented alternative history through archival footage, interview, testimonial, and historical reconstruction, generally limiting their attention to the public sphere, the film of the 180s and 190s use the camera less a revolutionary weapon than a monitor of the gendered and sexualized realms of the personal and the domestic, seen a integral but repressed aspect of national history. Rather than a grand anti-colonial metanarrative, they favor heteroglossic proliferation of difference within polygeneric narrative, seen not a embodiment of a single truth but rather a energizing political and aesthetic form of communitarian self-construction 18. Dans le même ouvrage, Robert Stam revient lui aussi sur l'esthétique des films du troisième cinéma, et la caractérise par des notions qu'il trouve développées par Mireille Bakhtin et associées aux films résistants des années 1970. Plurispatialité, hétérochronicité, hybridité. Il résume les traits de cette esthétique en les désignant comme dialogiques, alors que le cinéma dominant est défini comme monologique. Il ajoute aussi que ces esthétiques alternatives insèrent des traditions paramodernes, qui déconstruisent la linéarité et la synchronicité des esthétiques modernes ou post-modem 19. L'expression « pratiques orales du cinéma » nous semble maintenant plus appropriée parce qu'elle élargit la définition d'une catégorie qui comporte non seulement le film muet commenté, mais les nombreuses occurrences où le film est soumis au contexte oral, tout aussi bien que les réalisations qui cherchent à transmettre le contexte du tournage ou de la production, comme le voulaient les réalisateurs du cinéma direct. La question de l'énonciation y est donc déterminante et nous y avons consacré un article où nous proposons d'appeler déictique, la forme d'énonciation qu'on y trouve et qui renvoie au contexte plutôt qu'au film. 20. Nous opposons cette forme à celle que Christian Mess appelait « réflexive » pour caractériser le cinéma, mais qu'il théorisait cependant surtout à partir de l'examen de la bande-image. Un intéressant texte de Jean-Pierre Eskenazi, dans le numéro de la revue Cinéma portant sur la théorie du cinéma Enfin en crise, printemps 2009, met au centre de ses préoccupations la question de l'énonciation. Le sujet de la réflexion est la sociologie du cinéma, et l'auteur propose d'envisager le cinéma comme un processus d'ordre symbolique dont l'interprétation demande de s'intéresser autant à la réception et son contexte, qu'à la production et son texte. L'auteur écrit et souligne: l'interprétation d'un film se déroule au sein d'une institution où prévaut une certaine conception de l'énonciation du film. 21. Il rappelle la précision des réflexions de Benveniste, qui conçoit l'énonciation comme la mise en fonctionnement d'un système symbolique, par un acte individuel d'utilisation. Eskenazi en vient à la conclusion suivante. Au terme de sa fabrication, le film échappe à l'institution qui l'a produit pour être appréhendé par diverses communautés de public dont le rôle est de lui attribuer une valeur, une signification, et un statut 22. Les interprétations varient selon les communautés de réception, mais dans ce modèle le concept de cinéma oral ou de pratique orale devient intéressant, puisqu'il y a intervention d'un délégué de l'instance de réception qui vient proposer une interprétation, qui s'interpose donc entre l'instance productrice et l'instance réceptrice. Dans les cas où ce commentaire est destiné à une discussion, il y a une négociation de l'interprétation, un processus où le film est évalué par les spectateurs qui cherchent tous à dire le film. Eskenazi écrit encore: les descriptions de films sont aussi des paraphrases des institutions qui les ont présentées. Quand le film est décrit sur place par un commentateur, la paraphrase est pour ainsi dire confrontée directement au film afin de dynamiser l'interprétation communautaire. L'exemple le plus probant est peut-être l'enseignement du cinéma, où le professeur fait une périphrase que les étudiants discutent, et adopteront éventuellement comme la leur après l'avoir personnalisée. Les périphrases de l'enseignant à propos de nombreux films lui viennent de projections dans des cours, ou de critiques lues avant la projection, qui préparent son interprétation mais aussi qui la tempèrent après coup.
Il ne dit le film qu'après l'avoir discuté factuellement ou virtuellement. La discussion fait partie de l'énonciation et du processus symbolique global. Le film est dit avant d'être vu et encore après. Le dire qui l'accompagne est souvent ce qui achève et stabilise son interprétation par un spectateur, mais aussi ce qui lui permet de converser avec d'autres sur le film. Converser, c'est encore parler du film, dire ensemble le film, le cinéma. Sur la langue. Un autre aspect de la réflexion sur le cinéma et l'oralité était plutôt absent de nos premiers travaux, la question de la langue. Nous avons beaucoup réfléchi aux idées de Robert Stam et Ella Shoah sur le cinéma et la langue, idées inspirées par Mikhail Bakhtin. Les humains n'investissent pas le langage comme un simple code. Ils y participent en tant que sujet constitué socialement. Lorsqu'il n'y a pas de véritable communauté d'intérêt, les relations de pouvoir déterminent les conditions de la vie sociale et des échanges linguistiques. Même les sociétés unilingues sont marquées par l'hétéroglossie. Elles utilisent de multiples langues ou dialectes qui produisent et révèlent la position sociale, chacune ayant une relation distincte avec la langue hégémonique 23. Le mot, selon Bakhtin, est un baromètre vivant de la pression et des dynamiques sociales. Or, si on associe l'étude des projections commentées et celle de la langue des commentaires, nous avons devant nous un objet différent. Il ne s'agit plus d'un texte fermé proposé à la lecture interprétative d'un public. Il s'agit d'un texte interprété par un traducteur, qui plus est par un traducteur présent, vivant, interactif. Même le film de propagande change de nature dans ce contexte, parce qu'il est adapté, approprié, familiarisé. Il devient un énoncé, des énoncés adressés à un public, à des spectateurs, dans une langue commune qui rend possible la communication, la discussion. Bien sûr, dans nos sociétés fortement hiérarchisées, les discours des spectateurs comptent parfois peu, comparés à ceux des institutions. Mais la discussion en langue vernaculaire autour d'un film permet aux citoyens intéressés de prendre contact de façon plus personnelle avec, non seulement des idées, mais aussi des émotions, des sentiments, des réactions, tout ce qui constitue une subjectivité. C'est ce que Myriam Hansen appelle un nouveau sensorium, c'est-à-dire une nouvelle expérience sensorielle plutôt que seulement discursive. A Global Sensory Vernacular rather than a Universal Narrative Idiom. Elle écrit: en formant un marché de masse à partir d'une société ethniquement et culturellement hétérogène, même si ce fut souvent aux dépens de l'autre, le cinéma classique américain a développé un langage, ou des langages, qui voyageait plus facilement que celui de ses rivaux nationaux et populaires. Si ce vernaculaire avait une capacité transnationale et traduisible, ce n'était pas seulement parce qu'il reposait sur des structures cognitives fondamentales et des formes narratives universelles, mais surtout parce qu'il jouait un rôle central dans la médiation de discours rivaux sur la modernité et la modernisation, parce qu'il articulait, multipliait et globalisait une expérience historique spécifique 24. Les recherches sur les bonimenteurs québécois tendent à accréditer cette constatation. Une étude à paraître sur le cas d'Alexandre Silvio, qui fut aussi producteur de théâtre, montre qu'il transmettait une sorte de double discours. D'une part, il commentait en français québécois les films américains, qui comptaient alors pour la presque totalité de la consommation. Mais si ces récits étaient expliqués dans la langue locale, il n'en reste pas moins que leur sujet et leurs valeurs étaient ceux de la modernité. Il y avait là un certain nombre de fascinants paradoxes. Le discours dominant au Québec était alors celui du courant clérico-nationaliste, qui voulait fonder l'identité canadienne-française sur la tradition et la langue. Ce courant voyait dans le cinéma un agent pervers de dénationalisation, d'américanisation, de modernisation. Il dénonçait le cinéma autant qu'il pouvait. Cependant, même si les Québécois étaient catholiques et pratiquants, ils allaient tout de même au cinéma écouter en français les commentaires des bonimenteurs qui leur expliquaient les périls de Pauline et les exploits de Elmo. Le puissant héros et héroïne hollywoodien vivaient à l'écran des aventures rocambolesques, menant eux-mêmes des enquêtes qui leur faisaient parcourir le monde en automobile ou en aéroplane. La technique que les élites québécoises ne voulaient associer qu'à la survie d'une économie agricole pénétrait les cerveaux par les écrans autant que par les emplois que les ruraux venaient occuper dans les villes en pleine explosion. Il faut penser que les bonimenteurs de films étaient particulièrement habiles, sachant traduire moralement des récits.
Il faisait en sorte que la modernité cinématographique réprouvée par l'élite conservatrice trouve son chemin à travers la langue et la culture populaire, selon cette hypothèse de modernité vernaculaire élaborée par Myriam Hansen. Hamid Nassifi fait une constatation semblable au sujet de l'Iran. Il rappelle que jadis les cinémas étaient des endroits bruyants où de multiples interventions orales de traducteurs, de spectateurs, d'étudiants avaient pour but de traduire pour l'auditoire local des films le plus souvent venus de l'étranger. Lorsque les films furent doublés, les acteurs chargés de cette tâche utilisaient des expressions populaires qui pouvaient changer de façon marquante la signification, et le doublage suscitait également des variantes dans la narration et le discours. By thus engaging with the movies, the spectators were no longer just their consumers but also the producers of their meanings. Making and watching the movies joined together in a single signifying practice 25. Les élites iraniennes, laïques ou religieuses, tentaient de discréditer le cinéma en le décrivant comme un divertissement inculte et décadent. Mais le peuple iranien se dotait en quelque sorte spontanément d'agents chargés d'adapter le cinéma à leur culture, par le biais d'une intervention orale. Nassifi croit que cette expérience d'une subjectivité hybride née dans un contexte colonial marque encore le cinéma iranien contemporain, où la créativité des cinéastes trouve son chemin malgré les contraintes d'un régime fortement répressif. Perspective de recherche. Notre projet de recherche propose maintenant d'ouvrir plusieurs chantiers pour mieux comprendre, référencer et analyser ces pratiques orales du cinéma et leur rapport avec la société et l'histoire, l'avènement de la modernité. Notre première ambition se situe sur le plan théorique et conceptuel. Il s'agira de raffiner ce que nous entendons par pratique orale du cinéma, et définir comment celles-ci s'inscrivent dans la perspective de la tradition et de la culture orale. Notre seconde ambition est de référencer et analyser plusieurs formes pertinentes de pratiques orales du cinéma, et de caractériser les modalités de leur implication sociale et politique. Nous entendons ainsi étudier les formes de pratiques orales du cinéma, bien différentes et souvent opposées, que l'on trouve dans les différentes régions du Canada entre 1930 et 1950, ainsi que les tensions qu'elles ont pu faire naître entre les différents pouvoirs institutionnels présents. Notre troisième ambition est d'étudier à l'échelle internationale ces pratiques orales du cinéma. Il s'agira de référencer d'autres cas, par exemple en Afrique de l'Ouest francophone, et de décrire les liens qui existent, dans une perspective historique, entre ces pratiques et celles que l'on trouve dans d'autres contextes. Enfin, notre quatrième ambition serait de mettre en exergue, toujours dans une perspective historique et socioculturelle, les liens filiaux entre certaines pratiques orales du cinéma et des corpus cinématographiques spécifiques, comme le cinéma direct au Québec par exemple. Mais en même temps nous sommes enthousiasmés par le regard différent que cela suggère sur le cinéma et sur la société, et contents de contribuer modestement à élargir la connaissance plutôt qu'à la sceller. Tout bien considéré, peut-être que maintenant des contributions de cet ordre ne sont pas si négligeables qu'elles peuvent sembler, dans un univers où la connaissance doit lutter contre les diktats de la rentabilité autant que contre ceux de la tradition. Bibliographie. Cham, MBYEB, Ousmane Sembene and the Aesthetics of African Oral Tradition, Africana Journal, volume 13, numéro 1, 1982. Dai Sigier, Balzac et la petite tailleuse chinoise Gallimard, Paris 2000. Deleuze, Gilles et F. Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, édition de Minuit, Paris 1975. Diawara, Mantia, Oral Literature and African Film, Narratology in Wen Kuni, in Jimpin and Paul Willemen Adir. Question of Third Cinema, British Film Institute, London, 1989, page 191 à 198, Keyan Tomazelli, and Monsieur Eke, Secondary Orality in South African Film, in Iris, numéro 18, 1995. Eskenazi, Jean-Pierre, Éléments de sociologie du film, in Cinema, volume 17, no 2 à 3, Montréal 2007. Gabriel, Techaume, Towards a Critical Theory of Third World Film in Jimpin et Paul Willemen, Question of Third Cinema, Londres, British Film Institute, 1989. GeoDZICH, Vlad et Jeffrey Kitay, The Emergence of Prose. En Essay in Prosaics, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1987.
Lacasse, Germain 2000, le bonimenteur de vues animées. Le cinéma muet entre tradition et modernité, édition Nota Bene et Méridien Klingsik, Québec et Paris, 2000. Metz, Christian, l'énonciation impersonnelle ou le site du film, Vertigo numéro 1, 1988. NACIFY, Hamid, en Accented Cinéma. Exilic and Diasporic Filmmaking, Princeton University Press, Princeton, 2001. Saïdi, Mpungu Mulenda, un regard en marge. Le public populaire du cinéma au Zaïre. Thèse de doctorat, Faculté des sciences économiques, sociales et politiques, Université catholique, Louvain, 1987. SHOHAT Ella et Robert Stam, The Cinema After Babel, Language Difference Power, InScreen, volume 26, no 3 à 4, 1985. SHOHAT Ella, Post-Third Worldist Culture. Gender, Nation and the Cinema. In Anthony Gunerat et W. Dissanayake, Racing King Third Cinema Routledge, Londres et New York, 2003. Stam, Robert, Beyond Third Cinema. The Aesthetics of Hybridity. Iner Gunerat et W. Dissanayake, Racing King Third Cinema Routledge, Londres et New York, 2003. Présentation, les 3 paradigmes des pratiques orales du cinéma. Anne Beaulieu et Gwen Shepler. Le colloque, Pratiques orales du cinéma, avait pour objet d'interroger l'importance des liens entre culture orale et médium cinématographique dans l'évolution du cinéma au XXe siècle. Il a permis de présenter, documenter et comparer un grand nombre de pratiques cinématographiques marquées par l'oralité, et de prendre la mesure de leur diversité et de leur complexité. Il a permis en dernier ressort de poser, dans une perspective historiographique, les premiers jalons d'une réflexion sur l'implication de ces pratiques dans l'élaboration de cultures et de formes cinématographiques parallèles au cinéma institutionnalisé et interagissant entre elles et avec lui, et qui prennent place principalement dans l'espace de la réception, mais qu'on retrouve également souvent à toutes les étapes du processus de production des films. Ainsi, au-delà de la simple description des différentes pratiques cinématographiques orales, il fut l'occasion de jeter les bases d'une nouvelle historiographie du cinéma, pour reprendre l'expression proposée par Roger Audin. C'est sur toutes ces considérations et réflexions initiées alors que cet ouvrage ambitionne de revenir, et si possible d'en faire le point. Ce qui s'est dégagé des communications et des discussions, c'est qu'on pouvait globalement diviser les interactions entre culture orale et cinéma en suivant 3 grands paradigmes. Le premier correspond au cinéma oral, lorsque le film, au premier temps du cinéma, était commenté devant le public par un acteur ou un bonimenteur. Le second concerne les formes d'animation qui se sont développées autour des projections de films avant, et surtout après l'avènement du cinéma sonore. Le troisième paradigme concerne l'introduction dans l'énonciation filmique, de paramètres hérités d'une situation d'oralité. Dans l'idée d'une approche globale des pratiques orales du cinéma, chaque texte publié ici décrit de façon isolée une ou des pratiques particulières liant cinéma et culture orale, et constitue un îlot de réflexion, entretenant des liens à la fois historiques, théoriques et esthétiques avec les autres textes. Leur somme constitue un premier panorama, une ébauche, de ces pratiques, une sorte de géographie des liens fondateurs entre cinéma et culture orale tout au long du XXe siècle, depuis les premiers spectacles Lumière en passant par l'avènement du cinéma sonore jusqu'à nos jours. Ce panorama qui s'étend sur 3 continents, donne un avant-goût de la complexité et de la diversité des pratiques orales du cinéma. C'est donc un aspect méconnu de l'histoire du médium cinématographique qui émerge, par touches successives ou juxtaposées, faites d'échos inattendus et de filiations souterraines, d'impuretés qui métissent le cinéma d'autres formes culturelles et médiatiques, comme l'opéra, le théâtre, mais aussi l'enseignement, la propagande politique et religieuse. L'exploration du premier paradigme débute par un texte de Thierry Lecointe, qui a relevé les multiples traces d'un accompagnement verbal et sonore des vues Lumière entre 1896 et 1897. Puis Yves Chevaldonnet propose une étude sur la façon dont les commentateurs et autres bonimenteurs francophones doivent s'adapter et composer, entre 1900 et 1910, avec les exigences de public ne parlant que leur langue régionale, dans le sud et l'est de la France. Ensuite Martin Barnier, toujours dans une perspective historique et régionale,
expose de multiples procédés par lesquels les directeurs de salles françaises parvenaient à doubler les films en y introduisant de la musique et plus particulièrement des chants, depuis la naissance du cinéma jusqu'à 1914. Annette Forster décrit ensuite les formes spectaculaires, basées sur la performance in situ, utilisées par la cinéaste Adrienne Solser aux Pays-Bas entre 1920 et 1930, afin d'adapter ses films à la culture vernaculaire et populaire du public des villes néerlandaises. Daniel Sanchez Sala poursuit cette réflexion sur l'interaction entre cinéma et culture populaire traditionnelle en présentant le lectureur espagnol, dont la performance inscrit le cinéma dans la lignée de formes théâtrales populaires depuis l'époque médiévale. Enfin, pour clore ce paradigme et introduire le suivant, un texte de Lise Gantret explore donc le phénomène du film de voyage commenté, dont la tradition s'inscrit fermement dans la culture orale et remonte à l'époque des lanternes magiques pour se poursuivre bien au-delà de l'avènement du cinéma sonore. La présentation du second paradigme, c'est-à-dire les pratiques orales du cinéma constituées par l'animation et la discussion autour de la projection, avant et après l'avènement du cinéma sonore, débute par un texte de Gwen Shepler. Il vient présenter plusieurs variantes de pratiques orales du cinéma qu'on trouvait au Québec entre 1944 et 1960. Son texte se focalisera particulièrement sur la façon dont elles s'articulaient entre elles. Vincent Bouchard propose ensuite une étude de pratiques similaires qu'on trouvait en Afrique de l'Ouest francophone à la même époque, ce qui permet de constater quelques similitudes entre deux contextes apparemment sans lien direct. Un texte d'Oud Fendler prolonge la réflexion de Vincent Bouchard en inscrivant son étude et ses remarques dans le contexte plus large de la culture traditionnelle ouest-africaine et de la médiation orale des films qu'elle met en place depuis les années 1950 jusqu'à nos jours. Enfin, Roger Audin, par son étude comparative du cinéma militant et du film de famille, clôt ce second paradigme et ouvre la réflexion sur le troisième, la place de l'oralité dans le dispositif énonciatif. Ce troisième paradigme débute par l'étude d'Alain Boyat sur le statut de la voix-over chez Guitry pendant le passage du muet au parlant, une voix-over qui, selon l'auteur, s'inspire dans le film de la présence du bonimenteur d'antan dans la salle de projection. Martin Goutte s'interroge ensuite sur la pertinence de la figure du bonimenteur, en tant que témoin visible dans le documentaire, à travers l'étude de Falkenau, Vision de l'impossible, 1988, Émile Weiss. Cette réminiscence éventuelle de l'oralité dans la forme des films et leur dispositif énonciatif est ensuite scrutée par Jan Mariator dans le cinéma expérimental de Jonas Mekas. Par l'étude heuristique du modèle mis en place dans Walden, 1969, Thor démontre une filiation de l'œuvre de Mekas avec le film de famille. Plus généralement, il démontre la mise en place dans Walden d'une posture d'auteur commentant sa propre expérience à travers le film, ce qui oblige le spectateur à sortir des modèles classiques de lecture filmique pour s'interroger alors sur la subjectivité de l'organisation du flux audiovisuel. Dans le quatrième texte, Amadou Fofana propose une réflexion sur le statut de griot cinéaste que s'est arrogé Sembène Ousmane. Il rappelle quel rôle joue le griot dans la société sénégalaise traditionnelle, et comment le régime oral qui la caractérise irrigue le cinéma de Sembène, particulièrement dans le film Borom Saré, 1966. Dans le cinquième texte de cette partie, Anne Beaulieu vient éclairer une certaine tendance du cinéma québécois qui depuis le cinéma direct privilégie l'expressivité et la performance à la narrativité. Elle situe cette tendance dans la lignée d'une tradition de cinéma de la parole, instaurée depuis l'avènement du cinéma sonore par les prêtres cinéastes et les représentants de l'ONF. 1. Cinéma muet et pratiques orales du cinéma. Pratiques orales, dans les spectacles Lumière entre 1896 et 1897. Thierry Lecointe. Chercheur indépendant, France. Résumé. À partir du 28 décembre 1895, l'entreprise Lumière mit en place un réseau de concessionnaires pour implanter des salles à leur enseigne à travers le monde, afin de présenter leur production cinématographique dans le cadre d'un spectacle de divertissement. Une analyse de l'ensemble des données constituées par les publicités, affiches, comptes rendus de séances, témoignages rétrospectifs des premiers opérateurs et le corpus filmographique lui-même permet d'établir avec précision l'organisation des projections en France comme à l'étranger.
Ainsi, le déroulement des représentations révèle des particularités dont la sonorisation des projections. En 1896, quelques salles affichaient un univers acoustique à l'aide des phonographes, pianistes, orchestres et parfois de bruiteurs. Mais la majorité des projections avaient probablement recours à des conférenciers, commentateurs, explicateurs, speakers selon la terminologie employée en fonction des pays visités, révélant autant de spécificités conjoncturelles que culturelles. Cette étude s'attache à montrer, chez Lumière, entre décembre 1895 et fin 1897, l'ensemble des dispositifs sonores privilégiant la pratique du commentaire. Nous montrerons comment, en France particulièrement, ce dispositif fut géré et quelle fut son importance effective dans les projections Lumière, tout en mettant en perspective les pratiques similaires chez les concurrents à la même époque. Personne n'ignore que le 22 mars 1895, les frères Lumière projetaient pour la première fois sur un écran et devant une assemblée de scientifiques, une série de 800 photographies 26 en grandeur naturelle, animées les unes aux autres à une cadence théorique de 15 images par seconde. L'unique film diffusé, la sortie des usines Lumière à l'heure du déjeuner, se déroula sans discontinuité durant 50 à 60 secondes selon les comptes rendus originels. Sans véritablement en mesurer l'impact et les futurs développements, les frères Lumière venaient de finaliser une longue série de travaux conduisant vers le cinéma de divertissement 27. Antoine Lumière, le père, artiste peintre et photographe, prit pleinement conscience du potentiel spectaculaire de l'invention. C'est lui qui fut le maître d'œuvre pour l'ouverture de la première salle de cinéma à Paris le 28 décembre 1895, et probablement l'instigateur d'une véritable politique d'exploitation commerciale pour la nouvelle invention de ses fils. La presse, à l'issue de cette première séance, fut enthousiaste. Cependant, elle ne put s'empêcher de rapprocher la récente invention d'Edison, le phonographe, de celle des frères Lumière, c'est-à-dire le son de l'image, regrettant implicitement l'absence de l'un par rapport à l'autre. On recueillait déjà et l'on reproduisait la parole, on recueille maintenant et l'on reproduit la vie. On pourra revoir agir les siens longtemps après qu'on les aura perdus. 28. Un second chroniqueur ajouta: lorsque ces appareils seront livrés au public, lorsque tous pourront photographier les êtres qui leur sont chers, dans leurs mouvements, dans leurs actions, avec la parole au bout des lèvres, la mort cessera d'être absolue. 29. Quoi qu'il en ait été à cette époque, on n'en était pas encore là et le cinématographe Lumière était bel et bien muet. Ce curieux appareil donne vraiment l'illusion d'une photographie vivante, de portraits animés auxquels il ne manque que la parole. 30. Face à ce constat et dans un contexte où le phonographe sillonnait les champs de foire, où le public des boulevards avait coutume de côtoyer ce procédé d'enregistrement et de restitution des sons, le spectacle cinématographique pouvait-il se produire sans un quelconque univers sonore ? 1896, les séances Lumière étaient-elles sonorisées ? Au travers de mes recherches sur le cinéma des premiers temps à Nîmes, ville du sud de la France, je constatais que la presse régionale ne tarda pas à rapprocher elle aussi les deux inventions, phonographe et cinématographe, lors de l'arrivée du premier spectacle cinématographique le 12 juin 1896-31. La chronique mondaine littéraire et artistique, hebdomadaire culturel local, ne manqua pas, comme à Paris, de faire le parallèle entre phonographe et cinématographe mais sans songer véritablement à une association future de ces deux inventions. C'est que le cinématographe bénéficie du même attrait que le phonographe, et pour des causes analogues. Quand le perroquet imite la voix humaine, quand le singe copie quelques-uns de nos gestes humains, ils nous étonnent et nous réjouissent toujours. C'est le même étonnement et la même joie, mais décuplés, que nous ressentons devant ces appareils qui parlent vraiment notre propre voix et reproduisent nos propres gestes, avec une infinie variété et une absolue exactitude. Nous nous écoutons parler, nous nous regardons vivre et nos paroles et nos actions les plus banales, ainsi extériorisées, nous émerveillent. 32. Mais ce fut lors des spectacles du cinématographe Lumière à Nîmes, entre le 3 octobre et le 8 novembre 1896-33, que le son ou plus exactement l'absence de son devint une préoccupation locale du spectateur. En effet, selon le journaliste de ce journal, certaines images étaient tellement saisissantes de réalité, qu'il s'étonna qu'aucun bruit ne les illustrât. Le cinématographe. Ce soir, samedi et demain dimanche, clôture définitive des représentations du intéressant cinématographe Lumière.
Les nouvelles vues projetées sont parmi les plus curieuses. Saisissantes de réalité, l'écroulement du mur, l'illusion est si complète que l'on s'étonne de ne pas entendre en même temps le bruit de la chute des matériaux. 34. De toute évidence, les films Lumière projetés à Nîmes en octobre et novembre 1896 se déroulaient devant les yeux des spectateurs sans autre bruit que le cliquetis du cinématographe. Mais les films Lumière furent-ils toujours muets? Étaient-ils accompagnés d'un document sonore d'une manière ou d'une autre? Sous quelle forme pouvait-on trouver un embryon de sonorisation? Si des moyens de sonorisation étaient mis en œuvre, correspondaient-ils à 35? La sonorisation d'un film par des procédés divers tels que phonographe, accompagnement musical par orchestre ou soliste, accompagnement vocal chanté ou proféré, conférence, boniment ou présentation, bruitage, mécanisé ou non, doublage de monologues et dialogues, etc., la sonorisation des apostrophes. Une salle afin de masquer des bruits parasites, du projecteur, des ventilateurs, générés par les spectateurs, etc., ou bien à créer une ambiance acoustique, à la manière des musiques d'ambiance des grands magasins. Sans rentrer dans une étude exhaustive des divers procédés de sonorisation utilisés dans les séances Lumière, nous pouvons prétendre qu'une proportion non négligeable de salles fut sonorisée. À l'étranger, des pianistes sonorisèrent ponctuellement mais régulièrement les séances londoniennes et turinoises dès 1896. À partir de mars 1897, le concessionnaire Lumière pour le Canada se dota d'un pianiste. Sporadiquement, on trouve la présence de phonographes à Rome et aux États-Unis peut-être, d'orchestres à Odessa, Melbourne, Florence, Providence, Philadelphie, Washington, Hartford, Genève, Bâle et Zurich, d'un harmonium à Milan, de bruitages variés dès juillet 1896 aux États-Unis, New York, Philadelphie, Providence. En France, seules les salles parisiennes furent équipées de dispositifs tels que piano, quatuor de saxophone ou à cordes, orchestre. En 1897, la salle des grands magasins Dufayel se dote d'un phonographe et d'un bruiteur 36. On le remarque aisément, la sonorisation musicale des séances Lumière semble réservée aux salles de premier ordre et était inexistante dans les autres. Pouvait-il donc y avoir une autre forme de présence acoustique, pour remplacer des dispositifs de sonorisation absents? La place du commentaire dans les séances Lumière. En raison de l'enjeu économique du cinématographe pour l'entreprise A Lumière et ses fils, une politique commerciale très structurée allait être mise en place. Une forme de marketing allait générer de nombreux articles et comptes rendus de presse, souvent à caractère publicitaire, l'édition de programmes. À cela s'ajoutent des correspondances fournies de quelques opérateurs. Ainsi, nous disposons pour les séances cinématographiques Lumière, plus que pour tout autre, d'éléments précis concernant l'agencement des spectacles. Ce corpus nous permet d'apporter quelques réponses formelles ou induites relatives au recours, ou non, à des procédés de sonorisation lors de ces séances. Si la sonorisation musicale paraît limitée à quelques salles, il semblerait qu'un accompagnement vocal ait été omniprésent. La presse londonienne, à propos des séances Lumière de l'Empire Theatre, évoque clairement la présentation orale des films. J'aime ce spectacle, mais je trouve qu'il est trop court. Il dure en tout 17 minutes et il faut compter le temps pris par les commentaires de la personne qui est chargée de présenter les images. Ce rôle est tenu par Monsieur Francis, 37. Les 10 films d'à peine 1 minute chacun n'étaient donc pas livrés aux spectateurs tels quels. L'impresario, Félicien Treouet, s'était donc adjoint les services d'un commentateur, Francis Pochet, chargé d'introduire le sujet ou d'expliquer les films. Alexandre Promiot, l'un des premiers opérateurs Lumière, confirma ultérieurement que les bandes projetées à l'Empire étaient annoncées et commentées par un speaker, 38. Dans la première salle londonienne ouverte le 20 février 1896 au Marlborough Hall du Royal Polytechnic Institute, Regent Street, Francis Pochet était présenté sur les programmes comme le lectureur du spectacle, selon la terminologie anglo-saxonne 39. En revanche, 2 autres témoignages relatifs à ce spectacle Lumière de Londres confirment l'absence de sonorisation durant la projection. C'est la vie dépouillée de couleurs et de sons. Bien que les vagues se brisent sur un rivage imaginaire, elles se brisent en silence. Les enfants rient avec les yeux et la bouche, c'est ce qu'on peut voir d'un coup d'œil. Mais ils rient dans un silence qu'aucun éclat de rire ne perturbe. 40. Je n'avais pas encore montré le vitascope, mardi, car M. Cinquevalli m'a prié d'aller voir le cinématographe qui passe à l'Empire. La manœuvre se fait sans bruit,
et l'appareil n'occupe guère que 2 pieds carrés. L'attente entre chaque vue est de 10 ou 20 secondes 41. Ces témoignages de 1896 indiquent clairement l'absence de commentaires simultanés à la projection et entre chaque vue, mais confirment une présentation globale précédant la projection d'au maximum 7 minutes en début de séance, par un personnage dont la fonction était spécifiquement dévolue à cela. D'ailleurs, un chroniqueur mentionna explicitement une courte présentation des films en début de séance, confirmant ainsi l'organisation générale du spectacle. Imaginez-vous assis dans une salle agréable et spacieuse, quand soudain, après une courte introduction, une image apparaît sur l'écran W42. Par ailleurs, Deland et Richard relevèrent dans la presse anglaise que les premières représentations au Marlborough Hall furent sonorisées par un pianiste. Le journaliste qualifia cet accompagnement d'un peu maigre, 43, révélant une pratique certainement épisodique au gré des vues projetées. De plus, un programme originel de l'Empire mentionne « Une sélection de musique sera interprétée sous la direction de M. George Bing, piano gracieusement prêté par M.M. Metzler et Co. 44, attestant ainsi une sonorisation musicale comme à Paris. Compte tenu d'une présence musicale durant les projections, les commentaires ne pouvaient donc avoir cours pendant le déroulement des films. Autant d'éléments qui entérinent le rôle de conférencier de Pochet, au détriment de celui de bonimenteur, auquel nous aurions pu croire initialement. Par la suite, sous la direction d'un autre manager, d'autres séances lumière produites en Angleterre en 1897 furent également présentées par un orateur. Ces photographies nous ont été expliquées par M. George Francis qui officiait comme Cicéron. 45, pérennisant le dispositif mis en place par Treway. Au Canada, lors de la séance inaugurale le 28 juin 1896 à Montréal, un chroniqueur restitua que dans la salle, une fois l'obscurité faite, un présentateur nous annonce le spectacle d'une charge de cavalerie, entendant même durant la projection le commandement « Chargez !» jeté par leur vaillant chef dans un cri belliqueux. 46. S'agit-il d'ailleurs d'un effet de rhétorique du journaliste ou d'un doublage avéré? Plus tard, Germain Lacasse releva que la première projection dans la communauté anglophone de Montréal du cinématographe Lumière, le 10 février 1897, fut également présentée par un conférencier, M. Jackson, personnage d'ailleurs déjà présent lors des représentations de Sherbrooke en décembre 1896. Son rôle semble se limiter à une présentation précédant la projection en début de séance 47. C'est aux États-Unis, à New York, que nous constatons la présence d'un commentateur, Liu Shaw, lors de séances lumière effectuant son boniment pendant le déroulement des images. En territoire américain, les exigences des impresaries étaient-elles différentes? Le cinématographe lumière a fait ici une sensation notable la semaine dernière. Un commentateur était prévu pour expliquer les images au fur et à mesure de leur passage, mais il ne fut pas vraiment nécessaire tant les vues parlaient d'elles-mêmes, éloquemment 48. Mais à la lecture de cet article, rien ne prouve que cette pratique fut véritablement pérennisée. Alexandre Promiot, qui décrivit l'organisation d'une séance lors de son passage à Chicago 49, mit aussi en évidence la présence du speaker. Le directeur du théâtre où se faisaient les projections de nos vues m'adressa une invitation. Les numéros du programme se poursuivirent sans incident, puis vint le tour du cinéma. Comme en Angleterre, les vues étaient présentées par un speaker. J'appris plus tard que ce soir-là, c'était le directeur en personne qui s'était chargé de ce soin 50. Mais Promiot mentionna bien des présentations, a priori précédant la projection, et non plus des commentaires simultanés à la projection, rapprochant d'ailleurs les interventions du speaker américain de celui d'Angleterre. Charles Musset relève dans des sources primaires que les projections à Washington et Hartford sont accompagnées de conférences explicatives complètes. 51. On a donc tout lieu de penser qu'en Amérique, les spectacles lumière disposaient davantage de lectureurs que de commentateurs. Néanmoins, aux États-Unis, les commentateurs semblent être intégrés très tôt au spectacle cinématographique, nous y reviendrons. En Belgique, les vues projetées durant les séances lumière produites à Gand à partir du 23 mars 1896 furent accompagnées de commentaires. Là, il ne s'agissait pas d'un conférencier ou d'un speaker institutionnel ou professionnel. Le commentateur était un érudit local, un artiste amateur qui depuis longtemps a sa renommée. 52.
Le personnage en question, Amand Gaudrat, devait présenter quelques bonnes dispositions pour le boniment puisqu'il était avocat, un habitué des plaidoyers 53. Promio mit en évidence la présence du speaker comme une spécificité anglo-saxonne. N'y avait-il donc aucun dispositif analogue en France, ou même en Italie et en Espagne, pays qu'il visita lors de ses déplacements professionnels pour l'entreprise Lumière? La place du commentaire en France, une exception culturelle? L'organisation des séances Lumière à Paris fut la même qu'à Londres. On en retrouve même des similitudes en Russie. Sur l'écran apparaît soudain un grand tableau gris, une rue de Paris, un craquement se fait entendre, tout disparaît, et sur l'écran apparaît un train de chemin de fer, 54. Les vues de la salle du boulevard des Capucines s'enchaînaient aussi les unes après les autres sans temps mort. La lumière s'éteint. On commence. Le transparent s'éclaire et nous voyons la foule dans la rue. Tout disparaît et la salle s'éclaire. À peine le temps de manifester son admiration et la scène change, 55. À Paris, si une présentation orale des films était effectuée, celle-ci ne pouvait avoir lieu qu'en tout début de séance et d'une manière globale. Comme à Londres, la musique était présente dans la salle du Grand Café. Des programmes de 1896 et 1897 mentionnent un piano de la maison Gaveau tenu par Émile Maraval, pianiste-compositeur, 56. L'utilisation de l'instrument fut confirmée par la presse dès les toutes premières séances, sans faire l'unanimité. Un chroniqueur n'hésita pas à écrire « Le piano à queue peut se taire, nous sommes suffisamment captivés jusqu'à l'angoisse par le pugilat de deux gentlemen en querelle W57. » Toutes les scènes, d'ailleurs, ne semblèrent pas être accompagnées au piano attestant d'un emploi ponctuel de l'instrument. Ainsi, le journaliste Léon Dumuy, après avoir assisté à la projection de L'arroseur arrosé au Salon indien, relate « Les parents rient à se tordre, les enfants battent des mains, les joyeux éclats de voix font l'accompagnement musical de cette petite pantomime. » Il déplore l'absence de phonographe et formule. Quant au desiderata, il porte sur l'adjonction d'un phonographe qui fasse parler les acteurs de ces scènes mimées, pour que alors, la fête soit complète. 58. À la même époque, un autre chroniqueur, à propos des séances du Grand Café, regrette aussi qu'il n'y manque que le bruit et la voix, le phonographe, 59. Émile Jacques Dalcroze évoqua l'absence de musique dans les premières séances Lumière du Grand Café, reflétant par conséquent une sonorisation du pianiste très épisodique. J'ai eu la joie jadis de voir au boulevard des Italiens les premiers films des frères Lumière. Ce fut pour moi une saisissante révélation. Leur projection n'était pas accompagnée de musique, et je me souviens parfaitement de n'avoir pas regretté ce silence que je trouvais même très impressionnant. Il faut bien dire que les effets visuels de ces premiers films étaient de nature essentiellement dynamique et rythmique. Les mouvements des vagues ondulantes n'avaient pas besoin d'un accompagnement, car elles créaient elles-mêmes un pathétisme musical d'une grande intensité. Quant à l'arrivée du train en gare, elle semblait réglée selon les lois traditionnelles du rallentando sonore. Il est certain que pour ce spectacle naturellement rythmé et nuancé, le soutien de la musique ne semblait d'aucune nécessité soissante. Si nous savons qu'à Paris les séances furent partiellement sonorisées par un accompagnement musical, pouvait-il donc y avoir un commentateur en relais de ce dispositif comme à Londres? En tout état de cause, aucun article de presse n'atteste de commentaires ou boniments venant illustrer ou perturber la vision des images. De plus, mes recherches m'amenèrent à constater qu'en 1896-1897, dans la totalité des salles Lumière provinciales en France et dans quelques-unes à l'étranger, toute forme de sonorisation pendant le déroulement des films fut absente. La presse ne mentionna ni musique, ni commentaire non plus, et lorsque des comptes rendus abordent la problématique du son, c'est pour en constater l'absence 61 malgré ces constats. Il semble cependant que des présentations orales furent, sinon systématisées, très fréquentes chez Lumière même si la presse n'en fit jamais état. Et c'est exclusivement l'escamotage du commentateur par la presse qui constitue l'exception culturelle française, car les commentaires existèrent comme ailleurs sans avoir, certes, le même impact que ceux proférés par les speakers anglo-saxons. L'analyse de quelques séances cinématographiques Lumière permet de mettre en évidence de manière induite la présence des commentaires. Des articles de presse,
des correspondances et les affiches de programmes nous fournissent des informations permettant de restituer l'organisation et le déroulement de quelques spectacles du cinématographe Lumière en 1896. Ainsi, dans les quelques salles permanentes françaises suivantes mais aussi en Angleterre, Allemagne et Belgique, où les représentations se succédaient à horaires fixes comme dans nos cinémas contemporains, il est possible d'établir les données statistiques suivantes. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Ces données nous montrent une constante dans toutes ces villes françaises et plus globalement européennes. Le temps consacré aux projections était loin d'occuper la totalité de la durée du spectacle. On peut en déduire que la durée d'exploitation d'une vue variait de 1 pied 25 pouces à 2 pieds 30 pouces, avec une moyenne homogène de 58-80. Or, si le temps consacré à la projection et à la manipulation des vues était inextensible, 1 minute par vue, alors la durée résiduelle ne pouvait être dévolue qu'à une présentation orale des films. Force est de constater que cette durée constituait une variable très significative, puisqu'elle pouvait occuper de 30% à 60% du temps total de la séance 81. Si les commentaires en France furent complètement escamotés des articles de presse à cette époque 82, il faut cependant constater que la plupart des comptes rendus de projection mentionnent certains détails dans les libellés des titres ou quelques précisions dans le contenu des sujets qui ne figuraient pas sur les affiches et qui ne pouvaient apparaître intuitivement aux yeux des chroniqueurs, confirmant ainsi au moins une annonce préalable des films et probablement quelques explications complémentaires comme celles entrevues à Londres et Montréal. Sans pouvoir attribuer une explication formelle à cet escamotage, on peut formuler au moins 3 hypothèses. D'une part, la nouveauté du spectacle et l'engouement qu'il générait occultaient sans doute ses prestations connexes. D'autre part, les commentaires se limitant à des explications précédant la projection, ceux-ci n'attisaient pas la curiosité et la sensibilité des journalistes. Enfin, les commentaires étaient certainement tenus par l'opérateur ou le chef de poste, en tout état de cause par une personne non désignée ou identifiée institutionnellement ou professionnellement comme conférencier ou commentateur. Cette dernière hypothèse pourrait, à elle seule, justifier les remarques de Promio. En 1898, les images réinvestissent plus massivement les séances Lumière au Grand Café. Un programme du 9 au 16 juillet 1898 affichait 12 films composés de 20 tableaux, c'est-à-dire 20 bobines d'1 minute chacune. 5 films étaient composés de 2 à 4 bobines. Les horaires établis de 2h à 6h30 et de 8h30 à 11h confirment une périodicité des spectacles de 30 minutes. L'intervalle de 5 minutes entre chaque séance était annoncé sous forme d'avertissement sur le programme. Ainsi, en 1898, les données montrent que la durée des hypothétiques présentations précédant la projection se limitait tout au plus à 5 minutes, 20% du temps total de la séance, soit 15 secondes par bobine, à peine de quoi annoncer les titres. Un commentaire simultané à la projection était-il alors d'usage à cette époque, en se substituant à une présentation précédant la projection ? D'autant qu'à cette époque, les programmes ne mentionnent plus le pianiste. Lors des représentations Lumière quotidiennes uniques à caractère événementiel, on peut établir les données suivantes. 83, 84, 85. Dans ces 3 exemples, où les projections constituèrent la totalité des exhibitions, la durée moyenne d'exploitation d'une vue ainsi que la durée cumulée des commentaires, représentant un peu plus de la moitié des séances, 55%, sont comparables à celles observées dans les salles permanentes. On peut donc établir, comme facteur commun pour l'ensemble des représentations Lumière, un commentaire de l'ordre d'1 minute par vue. Si ce temps de présentation fut proportionnellement équivalent à celui des salles classiques, il représente en valeur absolue une durée beaucoup plus importante qui peut, a priori, paraître exorbitante. Cette dernière donnée m'incite à croire que les présentations des films, pour ces séances particulières, s'effectuèrent non pas d'une manière globale en début de spectacle, mais sans doute avant chaque vue compte tenu du nombre important de films diffusés. Peut-on pour autant prétendre, dans le cas d'un commentaire précédant la projection, à une tentative de sonorisation ? Le lien semble faible puisqu'il ne répond que très partiellement à la seconde définition. Les opérateurs Lumière furent-ils amenés, parfois, à parler sur les images pendant leur défilement,
attestant ainsi une véritable sonorisation? Un témoignage en 1896 en France permet de l'affirmer, constituant malgré tout l'unique exception au dispositif général des séances lumière, en France du moins, et dont l'expérience semble limitée à un seul film 86. Le clou de la soirée. Au Photoclub, le 6 mars 1896 dans les salons Monnier à Lyon, a été sans contredit les projections animées obtenues avec le cinématographe de MM. A et L Lumière. Citons plusieurs scènes sensationnelles complètement inédites. L'une d'elles représente Monsieur Lagrange, avocat conseiller général du canton de Neuville et président du Photoclub de Lyon et du Sud-Est, haranguant le public. L'orateur, caché derrière l'écran, prononçait les paroles au fur et à mesure que le mouvement de ses lèvres se produisait sur l'écran, ce qui augmentait beaucoup l'intérêt de cette scène 87. Il ne s'agissait pas d'un commentaire mais d'un doublage que Louis Lumière attribua à tort, à la projection du 12 juin 1895 dans ces mêmes salons Monnier de la place Bellecour 88. Or le compte-rendu de séance infirme en effet la réalisation d'un doublage ce jour-là. Quelle amusante scène, celle de M. Janssen de l'Institut causant avec M. Lagrange, conseiller général du canton de Neuville. Les gestes étaient reproduits avec une telle fidélité que l'on eût pu supposer la présence derrière la toile, la complicité dans une fantasmagorie des deux personnages en jeu, et cependant ils étaient dans la salle, voyant eux-mêmes MM. Lumière reproduire les gestes d'une conversation par eux tenue 24 heures auparavant 89. L'analyse de ces données démontre donc que les commentaires précédant la projection eurent, lors des représentations cinématographiques Lumière, une place prépondérante durant la première année d'exploitation. Il apparaît aussi que ce dispositif dans l'organisation des séances Lumière relevait davantage d'un choix propre à chaque exploitant, ou d'une habitude locale voire nationale qu'à une consigne de la maison mère. Bien sûr, ces présentations précédant la projection ne constituaient pas une véritable sonorisation du film, et ne peuvent donc non plus être assimilées à un boniment au sens développé par Germain Lacasse 90. Elles relevaient davantage de la conférence structurée, ciblée mais limitée telle que développée plus tard par Michel Coissac, parce qu'il est bien difficile d'accompagner d'une explication intéressante, instructive, complète, les multiples phases de la scène projetée 91. On imagine donc les présentateurs français des spectacles Lumière utilisant la méthode exposée plus tard par Coissac. Parler en pleine clarté, puis, le sujet en partie développé, s'arrêter pour faire baisser les lumières et montrer les vues qui se rapportent à ce que le conférencier vient d'exposer. Puis durant les projections, il ne cessera pas pour cela de parler, il annoncera les vues, les expliquera en 2 mots, 92. La concurrence, état des lieux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.